Bonjour à tous, moi c'est Komokoli Régine. Je suis conseillère départementale et désormais conseillère municipale et métropolitaine, maman de 3 filles que j'élève seule et je suis cofondatrice du collectif CUNE et le réseau des clandestines à Villejean et plus particulièrement à Rennes. Bonjour, je suis Umayaku. Je suis Quechua Aymara, non-binaire et personne exilée sans papier. Je participe à CUNE et des autres aussi collectifs et assos ici à Rennes et dans des autres coins de la France. Alors moi c'est Sacha, je suis artiste-auteur depuis très longtemps. J'ai été candidate au municipal à Saint-Jacques sur la liste de la France Insoumise. Voilà. Merci à toutes les trois. Alors, on va commencer par une question simple. On va parler de votre parcours personnel, et comment vous êtes arrivé à vous engager en politique. Alors moi, c'est oui, à peu près à l'âge de 10 ans, je pense que les choses se sont imposées à moi puisque je viens du bassin du Congo. Et donc, j'ai toujours connu la guerre. Et à l'âge de 10 ans, on a commencé notre exil parce que souvent, les gens ils pensent que quand on commence le parcours d'exilé, on vient directement en Europe. C'est pas vrai. Ça commence d'abord dans les pays de la région. Et donc, c'était un peu mon cas puisque je suis née au Congo, puis je suis venue en Centrafrique et naturalisée en Centrafrique. Et pendant la guerre, j'avais 10 ans quand les choses sont déclenchées. Donc, il fallait partir de l'autre côté, repartir de l'autre côté au Congo. Et pourquoi au Congo? Parce que au Congo, il y a à 300 km à peu près de la frontière une base de l'Acher qui accueille des personnes exilées, le temps de faire les démarches pour les envoyer un peu partout ailleurs dans le monde. Et donc, mon histoire commence là, pour moi, où je prends conscience, puisque tout le monde ne sait peut-être pas, mais au Congo, le viol est utilisé comme une arme de guerre sur les petites filles et ainsi que des femmes. Et puis, donc, c'est comme ça que je vais vivre dans ma chair ma première découverte politique de ce sujet. Et puis, ainsi de suite, on va passer notre vie un peu comme ça avec mes parents à faire ce voyage aller-retour. Et puis, à l'âge de 18 ans, ma mère va décider de m'envoyer en Europe, puisque de toute façon, j'avais perdu ma virginité, donc plus mariable. Et donc, c'était plus facile de partir en Europe en ce moment-là où elle va faire un projet de vie pour moi, réunir le maximum pour m'envoyer en Europe. Et donc, je suis arrivée ici avec un visa Schengen de 3 mois. Et vite fait, je me suis retrouvée un peu sans papier, avec tout le parcours de sans papier que Ouma connaît certainement très, très bien aussi. C'est la rue, c'est à la merci de tout le monde. C'est des travails précaires et encore quand on en trouve, c'est aussi une question de logement, c'est des réseaux dangereux et puis le racisme, on n'en parle même pas, ça devient un peu le quotidien. Et puis donc ma vie va ainsi de suite continuer comme ça puis je vais avoir à un moment de la vie la chance, comme on peut dire, d'avoir des papiers régularisés, naturalisés. Et en 2019, il y a eu un déclic puisque je vais vivre une énième fois des violences conjugales. Et donc, ça va être un peu de trop pour moi parce que je vais décider, enfin, je me retrouve au 115. Je suis restée presque 3 années au 115 avec mes filles. C'était très, très long. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue d'abord du collectif CUNE, puisque pendant le confinement, avec les copines, on a fabriqué plus de 3000 masques et on a distribué à tout le monde. Sauf qu'à la sortie de confinement, personne ne parle de nous, alors qu'habituellement, en ce moment-là, on applaudissait les livreurs, les soignants. Et puis là, j'ai dit à Fatima et Martine, je dis, tiens, c'est marrant. D'habitude, quand les poubelles sont brûlées, on dit où sont les femmes. Quand ça va pas dans le quartier, on dit où sont les mères. Et puis là, on était là et on parle pas de nous. Et donc, je comprends très vite qu'en fait, on parle jamais de nous en bien, sauf que par nous-mêmes. Et donc c'est comme ça que je vais proposer l'idée en disant, on va créer le collectif CUNE. CUNE qui veut dire ensemble en espéranto. Et l'idée, c'était de se mêler de nos affaires dans nos quartiers, parler pour nous, par nous et tout ce qu'on va faire et de le rendre visible surtout. Et en ce moment-là, c'était Facebook, c'était facile d'utiliser aussi parce qu'il y avait la question de la barrière de la langue qui se posait. Donc, les images, ça parle beaucoup mieux, puis c'est accessible à tous. Et donc, c'est comme ça que le collectif CUNE est né. Depuis que je suis petite, j'ai suivi le racisme. Donc, dans certains moments, quand j'étais adolescent, il y avait une personne indigène invitée c'était dans les lycées. Et donc, il a commencé à parler justement de qu'on est des peuples autochtones. Et c'est à partir de ça
que ça a commencé à m'interpeller, toutes les injustices qu'on vit, voilà, qu'on est des autochtones, on habite ici, on subit des racismes, voilà. Mes parents, ils travaillaient pour presque rien, donc voilà, dès là, c'est que ça commençait un peu à me poser des questions, à m'énerver. Après, petit à petit, je commençais à rencontrer des groupes, les mouvements indigènes. Et donc, après, je faisais un peu de l'éducation populaire, j'étais un peu avec des groupes sociaux. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'étais avec des sages-femmes traditionnelles, avec des personnes qui travaillent avec la terre, avec l'éducation alternative, toujours en train d'apporter quelque chose et d'apprendre à travailler en collectif. Autour de mes 16-17 ans, je suis tombée sur des discours, des prises de parole de la France Insoumise à sa création et j'ai assez vite souscrit à ce qui était dit. Je me suis intéressée de plus en plus à la politique et jusqu'à la manifestation des retraites, jusqu'aux manifestations des retraites de 2023, où j'ai en fait fait face à un torrent de violences policières où ça a été un peu une expérience pour moi de voir comment l'État traitait ses citoyens quand il était remis en question, comment les mouvements pacifiques étaient réprimés par la violence quand les puissants n'étaient pas d'accord. Et c'est cet événement qui m'a fait comprendre pas mal de choses sur le monde dans lequel on vit, que toutes les violences que j'avais pu subir, qu'elles soient sociales, familiales, violences sexuelles aussi, tout ça faisait partie d'un système. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis de plus en plus impliquée, formée dans la politique, où j'ai commencé à militer, à distribuer des tracts, à faire du porte-à-porte et à essayer de convaincre les gens qu'il fallait changer cette société. Selon vous, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer des personnes exilées dans les différentes formes de lutte ? De mon côté, c'est ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis arrivée ici en France et que je commençais à m'engager à différents collectifs, parce que je crois en le collectif plutôt, et voilà, je subis des racismes et je voyais les racismes qui s'est passé envers les autres personnes aussi exilées et racisées. Et donc, c'est une chose que je vois aussi qu'il n'y a pas une remise en question. Il y a un peu de travail, mais il y a beaucoup de travail à faire à l'intérieur des collectifs, des militantismes et des gauches. Malheureusement, en Europe, l'Occident est comment on peut dire, à partir de la colonisation de Abya-Yala, a commencé à se positionner comme supérieur, le reste inférieur. Et tout ça, ça reste comme c'est pas qu'une trace, c'est un peu, comment on peut dire, la constitution de la pensée occidentale. Aujourd'hui, 2026, et avec tout le travail que les mouvements antiracistes décoloniaux font ici, je sens que c'est un peu comme que les gens ils dénient la réalité de ce pays, la réalité de ce qui se passe ici. Et donc, j'étais super énervée, je suis désolée que je m'énerve. C'est vraiment une réalité. Moi, j'en ai plein des exemples aussi au quotidien. Et c'est épuisant parce que je pense que même dans le milieu militant, il faut un travail de se déconstruire qui est énorme, et plus que même les politiques en soi, parce que c'est un milieu qui, pour moi, reste finalement le dernier espace, clairement, ici en Occident, où on peut avoir peut-être, en tout cas rêver un peu. Les gens, ils ne voient pas le sujet comme un sujet politique global, mais ils voient ça comme un sujet individuel. Alors que c'est pas ça, on ne devait pas voir ça comme ça. Il faut vraiment le voir comme un système et qu'on doit travailler ensemble, limite, parce que la réalité, c'est que je suis héritière
de tout ce monde d'esclaves, de colonisation, et ben les blancs et blanches sont héritiers de la colonisation et de l'esclavagisme. Enfin, c'est comme ça. Mais non, c'est comment on fait ensemble pour pouvoir avancer. Et ça passe aussi dans les détails, dans la question de la place. Et souvent, on doit demander la permission pour prendre la parole, on doit demander la permission pour faire des choses. Pour moi, quand un truc ne va pas, le mal, la violence, c'est la violence en fait que normalement, il ne doit pas avoir la couleur ni de genre, ni tout ça. Mais quand c'est violent pour tout le monde. Donc tu réfléchis pas à la première chose, on soutient, on console et puis après, on passe en action politique. À un moment donné, malheureusement, il va falloir qu'on s'organise autrement parce que après, on nous le reproche en mode vous êtes entre vous et tout. Mais oui, mais en fait, c'est l'espace où, pour le coup, il y a une liberté, on peut se parler, on peut dire les choses, on peut parler avec nos accents, on peut parler avec nos langues à nous, même si certains nous reprochent. Moi, ma vie de sans-papier, ouais, mais j'ai souffert de ça, la question de la langue, alors quand bien même je parle 4 langues dans mon pays, mais la seule langue française m'a renvoyée à une question d'intégrité intellectuelle en permanence. J'entends encore aujourd'hui dans ma vie, tous les jours, à chaque fois, où les gens vont te corriger alors qu'ils ne sont même pas capables de parler la moitié des langues que je parle, parce que c'est ça, en fait, quoi. Quand tu dis, Régine, par rapport à la langue française, tout ça, vous avez fait plein de pays autres que la France. Est-ce que vous avez ressenti ça particulièrement en France ou cette question-là, au bout du compte, elle revient dans tous les pays? Enfin, est-ce que c'est une problématique pour des personnes exilées, cette question de la langue et de la façon dont on s'exprime, ou est-ce que c'est exacerbé en France? C'est très francophone, cette question de la langue, parce que quand on va en Espagne, ils sont pas dans cette démarche-là. D'ailleurs, ici, on dit patois, ethnie, enfin des choses comme ça. Mais en fait, pourquoi les Occidentaux considérant que ma langue est patois? C'est une langue, en fait, qui est parlée, qui est apprise comme ça. Je suis d'une tradition d'oraliture aussi, donc les gestuels et tout ça va ensemble. Et d'ailleurs, même ça aussi, j'ai envie d'attirer l'attention là-dessus. Pareil, on demande des fois de ne pas faire trop des gestes, trop parler fort. Mais c'est une langue, c'est une manière de parler. À partir du moment où on me met comme ça, ben en fait, je sais pas parler, parce que du coup, c'est une manière aussi de me violenter et tout ça, quoi. Donc, c'est toujours ce truc d'être fermé, d'avoir une case tout le temps, on nous met dans les cases, et c'est très problématique. Donc, c'est très, très francophone, cette question de la langue, et pourtant, d'ailleurs, c'est les seuls, d'ailleurs, dans le monde qui parlent très peu de langue par rapport aux autres pays tout autour, même en Europe aussi. Donc, c'est surprenant, ces supériorités liées aux langues, liées à des choses comme si on venait vérifier quelque chose qu'on a et dès qu'on sait que l'autre n'a pas, on va appuyer là-dessus pour faire mal. Voilà, c'est comme ça que je vis les choses. C'est vrai pour les personnes exilées, mais c'est vrai aussi pour les différences sociales. Et du coup, ça catégorise ces populations et elles sont aussi discriminées. Clairement, et puis moi, on a fait une expérience et c'est bien de le rappeler. Pendant les deuxièmes tours de la DNFP, où on nous annonçait l'arrivée imminente de l'extrême droite au pouvoir, on avait fait une grande marche qui s'appelait c'était grand déplacement. Ouais, c'était ça pour aussi faire le lien avec le grand remplacement et tout ça. Et on avait fait Tour et Bourg, on est parti jusqu'à Châteaubriand. Donc, on est parti de Vigan avec les femmes du quartier et les jeunes du quartier aussi, parce qu'on s'est dit, puisqu'on nous annonçait que c'était dans la campagne, que ça votait beaucoup l'extrême droite, on va les rencontrer et on va voir comment on peut échanger ensemble et tout ça, parce qu'on était persuadés qu'ils ne connaissent pas. Et ben, on a bien fait, parce qu'après cette marche, on a eu un temps de conférence, d'échange, et les personnes dans la campagne témoignaient que même eux, ils se sentent parfois discriminés quand ils viennent en ville, parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes langages, les personnes de la campagne, que les personnes de ville, et que tout de suite, d'ailleurs, on traitait de le plouf, enfin, il y a un mot, plouc. Voilà, je découvre des mots que je connaissais pas. Il y avait plein de trucs qu'on les traitait comme ça et en fait, tout d'un coup, on a commencé à mettre en face nos difficultés, leurs difficultés. On s'est rendu compte, la langue, on était pareil. Vous vous rappelez bien la question des jeunes avec leur langage à eux, tout ça, et ces diversités de langues, finalement, qui devaient être plutôt valorisées. Et on commençait à mesurer ça, comment s'habiller. Pareil aussi. Les gens qui viennent de la campagne, tout de suite, les gens, les villes le voient autrement, comment ils s'assoient, comment ils mangent et tout. Et on s'est dit, mais
on a plein de points communs et que finalement, on ferait mieux de mettre nos points communs ensemble pour pouvoir travailler ensemble pour lutter contre l'extrême droite parce qu'en fait, leur projet, c'est un projet des bourgeois, de capitalisme et qu'en fait, finalement, ils vont tous... Aujourd'hui, c'est les personnes noires, arabes qu'ils utilisent, mais quand ils ont fini avec nous, ils vont s'attaquer à vous et tout, et on a trouvé plein de points communs. Et la langue est venue souvent, la question d'accent et tout ça est revenue très souvent. On sort de la campagne des municipales qui a été très violente. Comment vous avez vécu, vous, ces attaques racistes et transphobes dans la campagne ? Bah déjà, on se rend compte que quand on prend la parole, on se fait taper dessus plus que les autres. Et c'est venu assez rapidement, en vrai, parce que moi, par exemple, assez rapidement dans la campagne, j'ai été agressée lors d'une action de collage. C'est arrivé à absolument personne d'autre, alors que des actions de collage, on en a fait vraiment beaucoup. Et cette agression, elle n'a pas suscité beaucoup de réactions, elle n'a même pas suscité de réaction. Il n'y a aucun de nos adversaires dans cette campagne municipale qui a exprimé son soutien ou sa condamnation de ce qui s'est passé. Et ça, c'est une des armes, en fait, je pense qu'ils utilisent pour intimider les personnes de gauche, les personnes qui revendiquent le progressisme. C'est une forme de répression en dehors de l'appareil d'État. Et en fait, ça se prolonge sous toutes les manières possibles. J'ai aussi été victime de cyberharcèlement quand j'ai osé dire que les femmes voilées avaient la liberté de le porter parce qu'elles se sentaient chez elles. Et j'ai pareil subi cette forme de répression numérique de milliers, dizaines de milliers de commentaires transphobes, discriminatoires, injurieux, et qui savent taper là où ça fait mal, entre guillemets, c'est-à-dire sur le physique, sur le corps, ce qui est d'ailleurs quelque chose de récurrent dans les violences qui sont commises sur les personnes trans, quand il y a des meurtres, quand il y a des agressions, on essaie toujours de défigurer le corps de la personne trans, surtout les parties genrées du corps. Et c'est vrai que ça bouscule, surtout quand on n'est pas préparé à ça, quand on se permet d'être une personne humaine comme tout le monde. Et ça a beaucoup bousculé, ça a calmé aussi. C'est-à-dire que quand on se prend ça dans la gueule, on se dit putain, j'aurais dû me taire, j'aurais pas dû faire ça. Et en fait, la peur l'emporte un petit peu au premier abord. Et avec le temps qui passe, en tout cas pour moi, je comprends aussi le système qui a permis, le système qui fait en sorte que je me dis ça, que c'est une manière de me faire taire. C'est aussi un des objectifs de cette forme de violence. Ce qui m'est arrivé à chaque fois, pendant une semaine, j'ai encaissé, on va dire, mais la semaine d'après, j'étais plus déterminée que jamais, quoi. Pendant la campagne, ouais, c'était terrible. Hein. Comme toi, hein, j'ai pris sur moi. Je crois que, ouais, on n'est pas préparé. Moi, c'est vrai qu'on pourrait penser que j'étais déjà conseillère départementale puisque j'étais élue en 2021. Donc, j'avais déjà eu des messages racistes. J'avais pas encore utilisé les réseaux sociaux. En tout cas, j'avais pas encore assez de cette attaque-là, comme ça, à ce point. Mais après, quand j'échange avec ma fille, elle a une analyse qu'elle pense que le conseil départemental est très peu connu. Les gens, ils visualisent même pas l'enjeu et tout ça. Et que les municipales, c'est beaucoup plus... on était très visibles. Il y a énormément de communication. Les gens sont beaucoup... Il y a une proximité et tout. Ce qui fait que, oui, pendant la campagne, je n'étais pas préparée. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en souffre encore un peu plus parce que j'aime bien me préparer psychologiquement en disant, bon, allez, tel endroit, tu as peut-être... Voilà, quand je vais dans le sud, je sais que, voilà, si j'arrive à Perpignan, attention, voilà, tu anticipes. On te crache dessus, tu cherches à monter dans ta voiture, trouver un bus et partir. En fait, tu ne traînes pas et tu anticipes. Que là, on est à Rennes, il y a des choses qu'on a vues pendant les municipales où jamais j'aurais parié. Mais aujourd'hui, c'est très inquiétant. Donc oui, pendant les collages, je fais une collage de nuit où il y avait une personne qui s'est arrêtée en voiture, ils étaient en couple, qui traitait des mots que je ne vais pas dire ici parce que voilà, c'est très violent. Mais très, très longtemps, à un moment donné, je lui ai fait savoir qu'en fait, on était à Vigan, que c'était mon territoire et que je vais peut-être hurler là et ça va se transformer autrement. Et donc, il a compris, il est parti. Au marché, ça arrivait. Les messages numériques, les agressions numériques, je l'avais aussi avant même de l'avoir aujourd'hui et tout ça. Donc,
Ouais, c'est dur, c'est très dur à vivre parce qu'en fait, on est coincé, on a des camarades, on a tout le monde, mais on sent que tout le monde a un objectif, c'est de gagner. Donc, en fait, soit on n'est pas grand-chose, en fait, en ce moment-là, on devient un peu victime collatérale. Donc, il faut continuer, on traitera ça après. Mais en fait, on est humain, on prend sur nous et il y a ces micro-agressions qui t'emmènent des micro-dépressions où tu lèves le matin, tu dis, bon, ben, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Tu as toujours quelques camarades qui sont là, et heureusement d'ailleurs, qui vont te soutenir, qui vont t'écouter et tout. Mais c'est pas ça, en fait, quoi, parce que c'est speed, ça va vite, on n'a pas de temps, il reste une semaine, là, il faut finir les choses et tout ça. Et se lever le matin pour y aller, c'est difficile, quoi. C'est vrai, il y a la détermination, l'envie de dire, il faut y aller, il faut qu'on gagne pour leur montrer et tout. Mais en fait, à un moment qu'on se pose, on dit, mais à quel prix, pour qui? Et il va falloir se guérir. C'est à nous de faire. Moi, aujourd'hui, je sais pas, Sacha, mais pour moi, j'ai du coup aller voir un psy, donc je paye à mes propres frais, des médecins, traitements, trouver des trucs. Là, je vais partir à la campagne, donc je sollicite les amis pour aller. Mais en fait, c'est les conséquences de ce que j'ai vécu, en fait, quoi. Donc, ça devait être une maladie reconnue, limite, en fait, comme tous les autres. Et donc, en fait, un individu prend en charge les conséquences d'une société qui va peut-être mal ou pas, en fait. Si on veut le justifier, qu'on ne devrait pas, parce que c'est des délits, en fait. Il faut rappeler aussi, c'est un délit, c'est des délits. Et il y en a qui le font en toute impunité, avec la complicité de pas mal de médias et pas mal de politiques aussi. J'ai pas entendu des politiques s'exprimer ni très peu sur le racisme, ni sur la transphobie. Oui, le municipal, je sors là comme ça. Voilà, pour être honnête, c'est là parce que c'est un engagement et parce qu'on aura d'autres et que parce qu'il faut préparer les autres aussi à un moment donné. Parce que je sais que toutes les personnes qui sont autour de moi, et Dieu sait qu'il y en a plein, tout ce qu'ils me disent, moi, la politique, jamais. Même militer, jamais. C'est ça, parce qu'en fait, ils ont vu tout ça. Et donc, comment on les réconcilie? Comment on va travailler là-dessus? Et pour ça, il faut d'abord faire un bilan. À un moment donné, il y a une différence. Il y a des minorités dans cette minorité. La personne, pour moi, qui est noire, héritière d'immigration, on appelle ça comme on veut, racisée et tout. C'est une différence dans un groupe. Une personne qui est trans, qui est homo, qui est lesbienne et tout, dans notre société aujourd'hui, est différent dans un groupe avec une discrimination énorme qui est reconnue par la loi puisque c'est puni et tout. Donc, à un moment donné, quand on a cette réalité où des personnes porteuses de handicap, on en a aussi, à aucun moment, ils ont demandé, moi j'ai ça, enfin le validisme, en fait, il y en a dans notre truc. Pour l'inclusion, en fait, on va prendre des personnes autrement, on va avoir une attention un peu plus particulière, on va accompagner autrement, on va apporter des réponses autrement. Et surtout dans notre parti, on fait une politique inclusive pour ouvrir, enfin, on est peut-être les seuls et j'applaudis et c'est pour ça que je suis là. C'est le parti aujourd'hui chez nous, dans ce pays, qui a la volonté d'ouvrir aussi largement, de rassembler, de donner l'opportunité, la chance à tout le monde d'être citoyen, citoyenne. Mais si on n'est pas capable de faire ça, ça reste une vraie difficulté. En fait, il faut aussi de l'exemplarité. Et là, moi, j'attends beaucoup. Dire que c'est pas forcéément à nous de faire ce travail-là, c'est pas à nous de le dénoncer, c'est pas à nous d'empêcher que ce chose arrive, c'est pas à nous d'organiser des événements, d'organiser des formations, de dire aux gens comment faire. C'est aussi la responsabilité de nos camarades de lutte. Et en fait, je pense que cette campagne, elle a montré qu'on est parfaitement capable d'encaisser, de continuer d'aller de l'avant, de traiter ça après. T'as parlé un peu de tes conséquences que ça a sur ta propre vie. On est capable de le faire, mais qu'est-ce que ça serait bien si on était accompagné? Qu'est-ce que ça serait bien si on était soutenu? Qu'est-ce que ça serait bien si on n'était pas seul dans le milieu militant à devoir supporter ça, à devoir agir pour que ça ne se reproduise plus? Et je pense que cette solitude-là, surtout quand la campagne elle est finie, que le silence arrive et on se sent seul, quoi. Pour conclure, comment on peut construire un milieu militant plus inclusif, plus respectueux et solidaire des minorités? Moi, je peux dire, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne participe pas dans des partis politiques, mais je suis dans des collectifs. Et dans des collectifs, on est de certaines façons marginalisé, on peut dire, mais on est dans les terrains. Donc, on est en train de faire des choses. Et je pense que s'il y a quelque chose que ça peut être intéressant pour améliorer, c'est mettre un peu plus d'attention sur les bilans. Parce que c'est une chose qu'on laisse pour qu'on peut... Et si on ne fait pas un bilan, et ça va être plus difficile de pouvoir avancer, de pouvoir
et voilà, réviser, changer des choses. On va continuer à être un peu en l'urgence et voilà, je pense que vous avez parlé très bien, vous avez dit des choses qui se sont passées et c'est justement parce qu'il y a des objectifs et que c'est urgent d'aboutir les objectifs. Bien sûr, dans les collectifs, il y a aussi des objectifs, mais comment on n'est pas derrière des élections, il y a autre temporalité et quand même, il y a des défis. Mais voilà, oui à la décolonisation, oui à le travail sur l'antiracisme et le travail de sensibilisation. Et nous, je pense que les personnes exilées, on peut apporter pas mal d'éléments justement pour travailler à sortir de l'eurocentrisme. Donc, parce que justement, on amène des autres univers, on vient des autres expériences, on était colonisés. Donc, on a aussi, on connaît un peu ce système, on connaît pas mal ce système, mais on a encore en nous et tout cet univers, toute cette ancestralité, toute cette lutte et résistance, parce que oui, on était colonisés, mais depuis qu'il y a eu la colonisation, il y a eu la résistance, et la résistance continue parce que la colonisation continue. Donc, on a toute cette expertise et on peut partager ça dans la lutte. Et parce que pour nous, la lutte est pour la vie. Quand je dis nous, je parle des peuples originaux. Et la lutte est pour la vie. Tout à fait. Je pense que c'est aussi un apprentissage, comme on dit. En Afrique, c'est l'Ubuntu. Hein, donc, voilà, on va exister parce que les autres sont là et qu'on va prendre tout ça en compte. Donc, je pense qu'il y a des choses à construire. Mais non, il y a un gros travail à faire de déconstruire et qu'il faut que les camarades soient prêts, les autres soient prêts aussi à accueillir cela. Je pense qu'ils auront beaucoup de choses à faire, mais on serait là aussi pour aider parce que je pense que malheureusement ou heureusement, cette malheureuse expérience fait qu'on a plus d'épaules à porter et puis il y a aussi une capacité de tolérance évidemment chez nous qui font qu'on serait capable d'entendre quand les autres n'arrivent pas. Mais si, à titre personnel, je sens qu'il y a une volonté en face, moi je suis très motivée à chaque fois, c'est un peu l'histoire de ma vie, à aller vers pour accompagner cette transmission pour moi qui est nécessaire. Donc oui, il faut continuer. On fait le premier pas à libérer la parole à travers cet espace qu'on a là. Et merci beaucoup de mettre ça en place, Sacha, pour que les personnes entendent nos souffrances, nos difficultés. Parce que c'est vrai que des fois, laisser entendre, imaginer, on ne sait pas forcément ce qui est dans la tête des gens aussi. Ou peut-être que les gens n'entendent pas, on va dire peut-être. Il y a beaucoup de peut-être, mais on va essayer d'enlever ce peut-être et de dire désormais les choses, de poser tout de suite les points, de dire voilà, là, ça ne va pas. Là, il y a quelque chose à faire, à construire. Et qu'en face aussi, qu'ils acceptent aussi ce que moi j'appelle souvent l'expertise en fait d'usage, de connaissances qu'on a qui est énorme et que c'est un outil pour moi, je trouve même bénévolement formatrice pour d'autres. Et il faut s'en saisir parce que la France, elle est mixte, elle est diverse de sa richesse et ça va être désormais comme ça. Le monde a changé, on est en 2026, on n'est plus dans les années 30 et qu'il va falloir faire avec pour pouvoir évoluer. Mais parce que derrière nous, il y a nos enfants, il y a des jeunes qu'il faut leur donner aussi l'envie, l'espoir. Et pour ça, il faut de l'exemplarité. Et ça passe aussi par cet accueil, en fait, et la tolérance. Donc, on ne peut pas vouloir un monde meilleur pour les autres et ne pas faire pour soi-même. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a des choses à faire. On va changer tout ça. Et puis, je suis très contente de faire partie de ce collectif, de ce mouvement de la France insoumise, qui, je répète, est le seul mouvement pour moi aujourd'hui qui parle de la question antiraciste, transphobe, homophobe, la question islamophobe, mais pas que, des questions écologiques, sociales, des quartiers populaires, qui sont des vrais sujets qui nous concernent toutes et tous et qui est un sujet d'avenir et qu'on doit vraiment s'y mettre ensemble, mettre plein d'énergie. Mais pour ça, il faut laisser de l'espace et que l'énergie de tous est importante. Donc pour moi, là, c'est vraiment le fait de paille que l'extrême droite aimerait trop qu'on l'ait pour pouvoir finalement mobiliser notre énergie. Et pendant ce temps-là, eux, ils font leur projet politique de haine, de discrimination, parce que je rappelle quand même que toute cette violence, ça broie, ça brise, ça détruit des humains, ça crée des guerres dans le monde, tout simplement. Ça met des gens sur la route d'exil, des personnes sans papier qui sont là, qui souffrent, qui n'ont rien demandé. Mais c'est parce qu'il y a un projet derrière
qui nous dépassent, d'extractivisme capitaliste et tout, qui font souffrir d'autres. Et donc, il est temps là de se mobiliser fortement et d'aller en avant. En tout cas, c'est le vœu que je fais et j'attends beaucoup. Merci à tous, merci à toutes d'avoir répondu, c'était hyper intéressant. Sacha, merci, Régine, merci, Oumayakou, merci, et puis une prochaine, parce que l'expérience a été plutôt positive, j'ai l'impression, et qu'il va falloir réitérer ça, Sacha. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.